C'est bon, vous voyez ce que je fais? Vous voyez la diapo? Oui, madame. D'accord. Oui, madame, Oui, on madame. voit très bien. Alors là, d'accord, très bien. Alors là, sur la diapo, vous avez un rappel du plan du cours de microbiologie. D'accord? On est toujours dans le premier chapitre, le monde microbien. Alors, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière séance. On a vu comment le monde microbien a été découvert grâce à l'invention du microscope. On a vu que c'était Robert Hooke en 1665 qui a publié le premier dessin des micro-organismes dans la littérature scientifique. Et c'était un dessin qui montrait les structures de reproduction du champignon mucor. Puis après, vous avez Van Leeuwenhoek qui a publié en 1684 les dessins de bactéries de différentes formes à partir d'un prélèvement de la bouche. Après, au XIXe siècle, on a dit que grâce au développement de microscopes puissants, parce que les microscopes qu'utilisaient Hooke et Van Leeuwenhoek étaient des microscopes vraiment simples, alors au XIXe siècle, grâce au développement de microscopes puissants et de techniques de culture, parce qu'on a dit que pour pouvoir étudier les micro-organismes, on doit pouvoir les isoler à partir de leur environnement naturel et de les avoir au laboratoire en culture pure pour qu'on puisse étudier leur physiologie, leur métabolisme. Et on a dit que en travaillant sur la théorie de la génération spontanée, la théorie germinale des maladies, plusieurs progrès ont été réalisés dans le domaine. Alors Louis Pasteur en 1864, grâce aux expériences qu'il a menées, a mis fin au débat sur la théorie de la génération spontanée. Et puis, on a vu que Robert Hooke était le premier à avoir mis une relation de causalité entre un micro-organisme spécifique qui est Bacillus anthracis et une maladie spécifique qui est la maladie du charbon, et a confirmé par ça la théorie germinale des maladies, c'est-à-dire les micro-organismes peuvent provoquer des maladies. Puis on a vu aussi que Robert Koch a découvert aussi l'agent responsable de la tuberculose. Et puis on a parlé aussi des travaux de Beijerinck et Winogradsky sur les micro-organismes du sol et des habitats aquatiques. Et on a vu comment ils ont pu isoler des bactéries aérobie fixatrices d'azote et des bactéries sulfato-réductrices pour Beijerinck. Il a aussi pu identifier le premier virus. Et puis Winogradsky a découvert, en étudiant les bactéries du sol, des bactéries qui étaient capables d'oxyder le fer, le soufre et l'ammoniac pour produire de l'énergie. Et puis il a avancé le concept, si vous voulez, de la chimiolithotrophie. On a dit, c'est par, si vous voulez, opposition à la chimio-organotrophie, qui est l'utilisation de molécules organiques comme source d'énergie. La chimiolithotrophie, c'est l'utilisation de molécules chimiques, minérales comme source d'énergie. Alors, Winogradsky a pu aussi découvrir qu'il y avait des bactéries qui étaient capables de fixer le CO2, c'est-à-dire des bactéries qui sont autotrophes. Alors là, aujourd'hui, on va continuer dans ce chapitre et on va voir la place des micro-organismes dans le monde du vivant. Alors, on a parlé un petit peu l'autre jour des micro-organismes, des différents types de micro-organismes, et on a dit que ils présentent une grande diversité. Vous avez des algues, des champignons, des protozoaires, des bactéries. Et on va voir aujourd'hui comment classer ces micro-organismes dans le monde vivant. Comment on peut les classer. Là, vous savez que la classification des êtres vivants en général, c'est une science qui est en perpétuelle évolution. Elle évolue au fil des années. Pourquoi elle évolue? Parce que les critères sur lesquels on se base pour rassembler, si vous voulez, les espèces ou bien les classer, évoluent. Évoluent comment? Grâce à l'évolution des techniques d'étude de ces organismes-là. Alors, les techniques d'étude évoluent au fil des années, et avec cette évolution, on a l'évolution des systèmes de classification des organismes. Alors,
le biologiste suédois Linné, en 1735, a élaboré un plan de classification du vivant. Ici, on ne parle pas uniquement des micro-organismes, mais du monde vivant, en deux règnes. Le règne animal et le règne végétal, Animalia et Planta. Et puis, alors le règne animal, c'est tous les organismes qui sont hétérotrophes, mobiles et dépourvus de parois cellulaires, qui n'ont pas de parois cellulaires. Et le règne végétal, ce sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qui fixent le CO2, photosynthétiques, qui réalisent la photosynthèse, non mobiles et qui possèdent une paroi cellulaire. Alors, avec la découverte des micro-organismes, le biologiste allemand Haeckel, en 1866, a proposé de créer un troisième règne, le règne des protistes, pour y classer les micro-organismes. Alors, ce règne-là, il regroupe les algues unicellulaires, les protozoaires, les champignons et les bactéries. Alors ici, si vous voulez, je vais vous présenter, si vous voulez, les principaux schémas de classification qui ont été proposés au fil des années. Alors, on a dit qu'elle a proposé un système à trois règnes. Et le règne, il a proposé la création du règne protiste pour y classer les micro-organismes, algues unicellulaires, protozoaires, champignons et bactéries. Alors, en 1937, il y a eu l'invention du microscope électronique. Alors, c'est un microscope qui permet quoi? Qui permet l'étude de l'ultrastructure cellulaire. D'accord? On peut voir l'ultrastructure de la cellule. Et grâce à l'invention de ce microscope, un biologiste français, Chaton, a mis en évidence, en étudiant les cellules appartenant aux différents organismes, il a mis en évidence des différences structurales entre deux types de cellules, la cellule eucaryote et la cellule prokaryote. Alors là, avec ces découvertes-là, Copeland, un scientifique américain, a proposé en 1938 de créer un nouveau règne. Pour quoi faire? Pour y classer les micro-organismes prokaryotes. Ce qu'il a dit, on ne peut pas classer les micro-organismes qui sont prokaryotes avec les micro-organismes qui sont eucaryotes. Il a ainsi proposé la création d'un nouveau règne qui est le règne démonaire où on classait les bactéries. Alors, en 1969, Whittaker a proposé de créer un nouveau règne pour y classer les champignons. Alors là, il a proposé un système de classification à 5 règnes. Alors, Animalia, Planta, Fungi, Protista et Monera. Et puis, récemment, grâce au développement des techniques d'étude des cellules, au niveau de la structure, au niveau du métabolisme, de la physiologie, et surtout au niveau moléculaire, ça a permis de mettre en évidence, au niveau de la cellule prokaryote, de mettre en évidence la présence de deux groupes de cellules prokaryotes. D'accord? Alors, quand on a comparé les séquences des ARN ribosomaux des cellules, on a pu voir qu'il y a deux groupes de cellules prokaryotes. D'accord? Alors, ces analyses-là ont été initiées par un microbiologiste américain, Carl Woese, au début des années 1970. Et grâce à ces études-là, Woese a proposé en 1990, il a proposé de revoir la classification du monde vivant et de passer à un niveau de classification supérieur ou bien à un rang supérieur au règne qui est le domaine. Alors Woese, en 1990, il a proposé un schéma de classification qui divise le monde vivant en 3 domaines. Le domaine des eucaryotes, le domaine des bactéries et le domaine
des archéas. Vous suivez? Alors, à votre avis, à la lumière de ce qu'on a vu, les micro-organismes, ils appartiennent au domaine, à quel domaine? Regardez les réponses que vous avez. A, au domaine des bactéries, au domaine des bactéries et des archéas. C, au domaine des bactéries et des eucaryotes. Et D, aux trois domaines du vivant. Madame, aux trois domaines du vivant. Je vais vous mettre un sondage et vous allez répondre. Est-ce que vous pouvez désactiver les micros? Madame, est-ce que vous pouvez retourner à la page des réponses? Bien sûr. Voilà. D'accord. Alors, la majorité disent que c'est la réponse D, aux trois domaines du vivant. Effectivement, les micro-organismes appartiennent aux trois domaines du vivant. Regardez. Est-ce que les champignons sont des micro-organismes? Ce sont des micro-organismes. Et ce sont des prokaryotes Oui, ou des eucaryotes? Ce sont Ce des sont des micro- eucaryotes. Voilà, qui sont eucaryotes. Les protistes aussi. Les protozoaires, les Madame. acunicitaires. Oui. Oui, On n'entend rien. vous n'entendez rien? On n'entend pas. Et maintenant, c'est bon? Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon, madame, on entend. Vous entendez? Oui. Alors c'est bon, je continue. Alors je parlais de la réponse à la question que j'ai posée. Alors les micro-organismes, effectivement, comme la plupart de vous a répondu, appartiennent aux trois domaines du vivant. Il y a des micro-organismes eucaryotes qui appartiennent au domaine des eucaryotes, d'accord? Il y a des micro-organismes prokaryotes, comme les bactéries par exemple, qui appartiennent au domaine des bactéries. Vous avez des prokaryotes qui appartiennent au domaine des archéas. Alors, les micro-organismes, on va les retrouver dans les trois domaines du vivant. Alors ici, ces deux domaines-là, les bactéries et les archéas, contiennent des micro-organismes unicellulaires prokaryotes. Tandis que le domaine eucarya, il contient les micro-organismes eucaryotes à côté des animaux et des plantes. D'accord? Alors, pour conclure, les micro-organismes cellulaires appartiennent aux trois domaines du vivant, les bactéries, les archéas et les eucaryotes. Les bactéries et les archéas ne contiennent que des micro-organismes. Dans les eucaryotes, on trouve les micro-organismes eucaryotes unis et pluricellulaires. Alors là, on va voir les principales caractéristiques des trois domaines du vivant, c'est-à-dire les archéas, les eucaryotes et les bactéries. D'accord? Alors, on va voir quelques caractéristiques et on va comparer ces trois, si vous voulez, groupes d'organismes, au niveau cellulaire bien sûr, par rapport à ces caractéristiques. Alors, la structure cellulaire, bien sûr, on l'a dit, elle est de type prokaryote chez les bactéries et les archéas et elle est de type eucaryote chez les eucaryotes. Alors, vous l'avez vu l'année dernière en biologie cellulaire, vous avez vu c'est quoi la différence entre une cellule eucaryote et une cellule prokaryote. Là, vous avez des schémas simplifiés des deux types de cellules. Ici, vous avez une cellule eucaryote. Alors, la cellule eucaryote, elle a une structure complexe. Elle a un noyau
vrai, si vous voulez, eucaryote, délimité par une membrane nucléaire, et il est aussi caractérisé par la présence d'organites intracellulaires délimitées aussi par des membranes, comme par exemple la mitochondrie, le chloroplaste, et vous avez aussi les réticulums endoplasmiques, l'appareil de Golgi. D'accord? Alors, concernant la cellule prokaryote, regardez aussi l'échelle. La cellule prokaryote, elle est plus petite que la cellule eucaryote, elle est de petite taille, et aussi elle a une structure relativement simple. Regardez, rien qu'en regardant les schémas, vous pouvez voir la simplicité de la structure de la cellule prokaryote. Alors, elle est caractérisée par une absence d'un noyau vrai, c'est-à-dire un noyau délimité par une membrane. Alors, son matériel génétique, son chromosome, il est situé au niveau d'une région ici, du cytoplasme, qu'on appelle le nucléoïde. D'accord? Alors, ce type de cellule aussi, il est caractérisé par l'absence d'organites intracellulaires. Voilà, les organites intracellulaires qu'on a vu aussi chez la cellule eucaryote. Alors, l'autre caractéristique, c'est le noyau entouré d'une membrane, bien sûr, il est présent uniquement chez les eucaryotes. Et puis, le peptidoglycane. Alors, c'est quoi le peptidoglycane? Le peptidoglycane, c'est un polymère composé de peptides et de glucides. Alors, plus tard, quand on va parler de la structure de la cellule bactérienne, on va parler du peptidoglycane. Alors, il fait partie de la structure de la paroi bactérienne. D'accord? Alors, si vous voulez, le peptidoglycane, on va le trouver uniquement chez les bactériens. D'accord? Il est absent chez les archéas et les eucaryotes. Alors, le peptidoglycane est considéré comme une signature moléculaire du domaine des bactériens. D'accord? On le trouve uniquement chez les bactériens. On va voir par la suite le rôle qu'il joue au niveau de la cellule bactérienne. Alors, concernant les lipides membranaires, les membranes cellulaires des différents organismes qui existent dans ces différents domaines, leurs lipides membranaires, ils diffèrent. Comment? Alors, les lipides membranaires, regardez ici, les phospholipides que vous connaissez, membranaires. Alors là, vous avez un phospholipide membranaire des eucaryotes et des bactériens. Regardez, ça c'est le glycérolphosphate. Et là, vous avez la structure des phospholipides des eucaryotes et des bactériens est caractérisée par la présence d'une liaison de type ester, c'est-à-dire une liaison entre le groupement OH, alcool du glycérol, et un groupement carboxyle ici de la chaîne. Alors, il est caractérisé par la présence de cette liaison ester. On a dit ça, c'est chez les eucaryotes et les bactériens. Par contre, chez les archéas, vous avez un autre type de liaison qui est la liaison éther. Alors, pour les lipides membranaires, je reprends. Il y a des liaisons ester chez les bactériens et les eucaryotes et des liaisons éther chez les archéas. On a découvert que c'est grâce à ces liaisons éther que les archéas, on va voir par la suite, qui sont résistants dans des conditions extrêmes. Qu'est-ce que ça veut dire des conditions extrêmes? C'est-à-dire des conditions qui sont considérées hostiles pour la vie. Par exemple, une température très élevée. Par exemple, vous allez voir que les archéas peuvent survivre dans des environnements qui sont caractérisés par une température élevée, de 100 degrés, de 90 degrés. D'accord? Par contre, les autres ne peuvent pas survivre. Les autres formes de vie ne peuvent pas survivre. Alors, c'est grâce à cette liaison éther que les membranes des cellules archéas sont stabilisées dans ces conditions extrêmes. D'accord? L'ADN circulaire. Est-ce que l'ADN ou bien le chromosome des cellules, il est circulaire ou non? Oui, il est circulaire chez les bactériens et les archéas, mais il est linéaire chez les eucaryotes. Concernant les histones, la présence ou non des histones. Alors les histones, c'est quoi?
Ce sont des protéines qui sont chargées positivement et qui vont neutraliser les charges négatives de l'ADN. Regardez là, ce que vous voyez ici, ce sont les histones, d'accord? Un groupe de 8 histones ici. Et ce que vous voyez ici en vert, c'est l'ADN double brun. Alors, par exemple, chez les cellules eucaryotes, le chromosome va s'enrouler, si vous voulez, autour des histones pour former ce qu'on appelle des nucléosomes. D'accord? Les histones vont servir pour l'enroulement de l'ADN pour former ce qu'on appelle des nucléosomes. Et ces nucléosomes vont se compacter pour former la chromatine. Donc ces histones-là, ils sont présents chez les archéas et les eucaryotes, mais absents chez les bactériens. Concernant l'ARNT initiateur. L'ARNT initiateur, c'est-à-dire quoi? Déjà, l'ARNT, c'est l'ARN de transfert. C'est quoi un ARN de transfert? C'est un ARN qui va faire quoi? Qui va transporter les acides aminés au cours de la synthèse des protéines. Alors, regardez avec moi sur la figure. Vous avez par exemple ici un ARN messager, d'accord, qui va être traduit en protéines. D'accord? Pour la traduction, on a besoin de quoi? On a besoin du ribosome. Là, vous avez le ribosome. Mais on a besoin également d'ARN de transfert, les ARNT, qui vont faire quoi? Qui vont transporter les différents acides aminés pour la synthèse de la protéine. Alors ici, vous avez toujours au niveau de l'ARNM un codon d'initiation ou bien de démarrage de la traduction. C'est le codon AUG. D'accord? Alors l'ARNT initiateur, c'est quoi? C'est un ARNT particulier qui a un anticodon. Ça, c'est l'anticodon complémentaire au codon de démarrage. D'accord? L'ARNT initiateur a un anticodon complémentaire au codon du démarrage. Alors, c'est lui qui va faire quoi? Qui va transporter le premier acide aminé qui sera incorporé dans la protéine. C'est-à-dire, c'est lui qui va porter l'acide aminé, le premier acide aminé, qui va démarrer la synthèse de la protéine. D'accord? Cet acide aminé, c'est quoi? Pour les eucaryotes et les archées, les eucaryotes et les archéas, c'est la méthionine. Par contre, pour les bactéries, c'est la formylméthionine. C'est une méthionine qui est formylée, qui porte un groupement formyle. Alors, s'il n'y a pas cet ARNT qui porte la formylméthionine, il n'y aura pas démarrage de la traduction de l'ARNM en protéines. D'accord? Là, c'est par rapport à l'ARNT initiateur. Vous avez aussi les ribosomes. Alors, les ribosomes, c'est quoi? Ce sont des structures, d'accord, qui sont responsables, si vous voulez, de la synthèse des protéines, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, c'est grâce au ribosome qu'on peut traduire l'ARNM en protéines. Alors, les ribosomes, généralement, sont composés de deux sous-unités, une petite et une grande, que ce soit chez les eucaryotes ou bien chez les prokaryotes, d'accord? Et si vous voulez, ces ribosomes-là sont désignés par leur coefficient de sédimentation, d'accord? À chaque ribosome, si vous voulez, que ce soit prokaryote ou eucaryote, on attribue un coefficient de sédimentation. D'accord? Alors, chez les prokaryotes, le coefficient de sédimentation de l'ARN du ribosome est 70S et chez les eucaryotes, il est de 80S. D'accord? Alors ça, c'est par rapport au ribosome. Alors, 70S pour les archéas et les bactéries, c'est-à-dire les prokaryotes, et 80S pour les eucaryotes. Madame. Oui? Une question, c'est par rapport au ribosome. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'image précédente? Parce que Bien sûr. Lorsqu'il y a 70, on appelle ça encore coefficient de sédimentation. De sédimentation. Coefficient de sédimentation.
C'est par Oui. rapport à la somme des deux compartiments. Non, c'est pas additif. Alors, le coefficient de sédimentation, on ne peut pas additionner ça. 50 plus 30. D'accord? Alors, si vous avez des ribosomes dans une solution et vous créez une force centrifuge pour pouvoir sédimenter les ribosomes, d'accord, et obtenir un sédiment et un surnageant, d'accord, on peut déterminer à ce moment-là, si vous voulez, le coefficient de sédimentation du ribosome. Alors, lorsqu'on met le ribosome complet, c'est-à-dire les deux unités accolées, d'accord, on trouve que le coefficient de sédimentation est de 70 S. Alors, lorsqu'on sépare les deux sous-unités et on détermine le coefficient de sédimentation de chaque sous-unité, on trouve ces valeurs-là. Alors, ce n'est pas additif, parce que le coefficient de sédimentation, il ne dépend pas uniquement, si vous voulez, de la taille de la molécule. Il dépend également de sa densité, dépend de sa forme, d'accord? Alors, ce n'est pas additif. C'est pour ça que vous avez ici les sous-unités en, par exemple, ici 50 S et ici 30 S. Si on fait la somme, c'est 90. C'est 80 plutôt. D'accord? Mais le ribosome complet, quand on détermine son coefficient de sédimentation, il est de 70 S. Ici également, vous avez la somme ici est égale à 100. Mais quand on a le ribosome complet avec les deux sous-unités collées, le coefficient de sédimentation déterminé est de 80 S. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. C'est bon? Alors, voilà. Si vous voulez, on va revenir sur les différentes caractéristiques. Alors, Bacteria et Archaea ont une structure cellulaire prokaryote, d'accord? Et les eucaryotes. Alors, le noyau entouré d'une membrane est présent uniquement chez les eucaryotes. Le peptidoglycane, on a dit que c'est la signature moléculaire des bactéries. Pour les lipides membranaires, vous avez des liaisons ester chez les bactéries et les eucaryotes et des liaisons éther chez les archéas. Pour l'ADN, il est circulaire pour les bactéries et les archéas et linéaire pour les eucaryotes. Pour les histones, on ne les trouve pas chez les bactéries, on les trouve chez les autres. Pour l'ARNT initiateur, il porte une formylméthionine chez les bactéries et de la méthionine chez les archéas et les eucaryotes. Et pour le ribosome, chez les cellules, si vous voulez, prokaryotes, il est de 70 S et chez les cellules eucaryotes, il est de 80 S. Alors, vous voyez à partir de ce tableau que les archéas partagent un certain nombre de caractéristiques avec les eucaryotes et d'autres caractéristiques avec les bactéries. Donc, même s'il s'agit dans les deux cas des bactéries archéas, même s'il s'agit d'une structure cellulaire prokaryote, d'accord, les archéas partagent aussi des traits présents chez les eucaryotes. Oui. Alors là, on va... Oui? Vous voulez quelque chose? Alors là, on va parler... Vous avez dit, est-ce que c'est clair? J'ai dit oui. Ah, merci. Alors, je continue. Alors là, on va parler des bactéries, des bactéries. Le domaine des bactéries. Alors, les bactéries, ce sont des prokaryotes unicellulaires, généralement unicellulaires, qui ont une paroi qui contient du peptidoglycane. Ils se reproduisent de façon asexuée par un mécanisme qui est appelé la fission binaire. La fission binaire, on va la voir par la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cellule va augmenter de taille, elle va répliquer son matériel génétique et à un certain moment, elle va se diviser en deux cellules identiques. Alors l'ADN, il est circulaire. Concernant le métabolisme, bien les types trophiques chez les bactéries, il y a différents types trophiques. Vous avez des bactéries qui sont photosynthétiques, autotrophes, qui utilisent l'énergie lumineuse pour la fixation du CO2. Il y a des bactéries également hétérotrophes qui utilisent les matières organiques comme source de carbone. Alors les bactéries, elles sont abondantes dans le sol, l'eau et l'air. Et on peut trouver certaines bactéries
dans des habitats extrêmes. Les habitats extrêmes, comme on a dit tout à l'heure, ce sont des habitats où, si vous voulez, les conditions physiques ou chimiques, c'est-à-dire vous avez un pH qui est très acide par exemple, bien vous avez des températures qui sont très élevées ou bien des environnements qui sont froids, d'accord? Vous pouvez trouver des bactéries dans ces habitats. Mais la majorité, on les trouve dans le sol, l'eau et l'air. Et là, sur les photos, vous avez différentes morphologies de bactéries. Ici, vous avez des coques, des streptocoques, des coques sous forme de collier, si vous voulez. Et là, vous avez des formes spirales. Alors, concernant les archéas, ce sont également des prokaryotes unicellulaires, mais qui sont différents des bactéries par l'absence des peptidoglycanes pariétales. Pariétales, c'est-à-dire de la paroi. Se reproduisent également par fission binaire. Et l'ADN, il est circulaire. Ils peuvent être aussi autotrophes ou hétérotrophes. Et plusieurs archées vivent dans des environnements extrêmes. Dans la structure de la cellule des archées, vous avez plusieurs choses qui permettent, si vous voulez, l'adaptation de ces micro-organismes à ces conditions, bien à ces environnements extrêmes. Et on a parlé tout à l'heure de la nature des lipides membranaires. Alors sur les photos, vous avez des micrographies électroniques des archéas méthanogènes. Alors vous voyez, il y a différentes formes de ces micro-organismes. Alors pour les eucaryotes, les micro-organismes appartenant aux eucaryotes, on trouve les protistes, algues, protozoaires et myxomycètes, et aussi les champignons, les moisissures et les levures. Alors concernant les champignons, ce sont des organismes eucaryotes, unicellulaires comme les levures, ou bien pluricellulaires comme les moisissures. Ils sont hétérotrophes, donc ils ne sont pas autotrophes, se reproduisent par voie asexuée, sexuée ou bien les deux. Je pense que vous avez déjà étudié les champignons l'année dernière, dans le module biologie des organismes végétaux, je pense, ont une paroi contenant habituellement de la chitine. D'accord? Et l'ADN, il est linéaire puisqu'il s'agit d'une cellule eucaryote. Alors là, sur les photos, vous avez différents types de champignons. Ici, par exemple, vous avez des champignons qui sont responsables de l'altération des aliments. Vous voyez la croissance ici sur un fruit, ici sur un morceau de pain. Ici, vous avez un type de champignon qui est utilisé pour la fabrication de ce fromage-là. C'est Penicillium roqueforti, le roquefort, qui est utilisé pour la fabrication du roquefort. Alors, ici aussi, vous pouvez trouver des champignons. Si vous avez sur les murs, dans les endroits qui sont humides, les champignons peuvent pousser sur les murs et vous avez ce que vous voyez sur la photo. Alors, les protozoaires. Je crois que vous avez aussi étudié les protozoaires l'année dernière. Ce sont des micro-organismes unicellulaires eucaryotes, bien sûr, généralement mobiles, dépourvus de parois et de chloroplastes, peuvent se reproduire par voie sexuée ou asexuée, et ils occupent une grande diversité d'habitats comme les eaux douces et les eaux marines, le sol, et ils peuvent aussi parasiter les animaux et l'homme. Ici, sur cette photo-là, vous avez la paramécie qu'on peut trouver dans les eaux. Et vous avez aussi un autre qui est Trichomona vaginalis. C'est un protozoaire pathogène pour l'homme qui provoque la trichomonas, qui est une infection vaginale chez la femme. Alors, concernant les myxomycètes. Alors, les myxomycètes sont des micro-organismes eucaryotes qui présentent des similitudes phénotypiques avec les champignons et avec les protozoaires. Comme les champignons, ils ont un cycle vital et peuvent produire des spores, et comme les protozoaires, ils sont mobiles et vivent principalement sur les débris des végétaux et sur le sol.
Et là, vous avez sur la photo des exemples de myxomycètes. Si vous avez le genre Physarum et ici le genre Stemonitis. Alors, les algues sont des organismes eucaryotes qui utilisent la photosynthèse oxygénique. L'autre jour, on a dit que la photosynthèse oxygénique, c'est la photosynthèse qui produit l'oxygène. D'accord ? La plupart sont de taille microscopique, soit unicellulaire, soit coloniale. Et là, vous avez quelques photos de certains genres d'algues microscopiques. Alors, l'autre jour, je vous ai dit que au cours du cours de microbiologie générale, nous allons parler essentiellement des bactéries. Des bactéries au niveau de leur structure, de leur nutrition et métabolisme, mais aussi au niveau de leur génétique. Est-ce que c'est bon jusque-là? Alors, la taxinomie microbienne. La taxinomie, c'est quoi? C'est la science de la classification biologique. Donc, vous savez que les organismes vivants, on les classe. On les classe dans des taxonomies. Alors, la taxinomie ou bien taxonomie, elle est divisée en 3 parties. La classification, c'est-à-dire le fait de répartir les organismes en groupes appelés taxons sur la base de leur similarité mutuelle ou bien leur lien de parenté. Alors, on va classer les micro-organismes ou bien les organismes en général en fonction de ce qu'ils ont en commun. D'accord? Ceux qui se ressemblent, on va les rassembler dans des taxons. Alors, vous avez aussi la nomenclature, c'est-à-dire on va donner des noms aux groupes taxinomiques qu'on a créés, selon des règles bien précises pour chaque domaine. Alors, la nomenclature, c'est donner des noms aux groupes taxinomiques. Et vous avez aussi l'identification. Alors, déjà, la classification, elle est établie, les taxons sont établis et les noms sont déjà attribués à chaque taxon. Là, par exemple, je travaille dans un laboratoire et j'ai isolé un micro-organisme, par exemple. J'ai isolé un micro-organisme et je veux identifier ce micro-organisme. L'identifier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire savoir c'est quel micro-organisme. D'accord? Est-ce que ce micro-organisme appartient à un taxon déjà connu? Donc, les taxons qui sont déjà connus, je vais voir si mon micro-organisme appartient à ces taxons-là. Ou bien c'est un nouveau micro-organisme qu'on doit décrire. C'est ça l'identification. Identifier, par exemple, je travaille dans un laboratoire de microbiologie, j'ai une bactérie que j'ai isolée et je ne sais pas c'est quelle bactérie. Alors, il y a un certain nombre d'étapes et un certain nombre de techniques que je dois suivre pour pouvoir identifier mon isolat. Cette bactérie-là que j'ai isolée, ça s'appelle un isolat. D'accord? Alors, la taxinomie, vous avez la taxinomie classique qui est basée sur les caractéristiques phénotypiques, c'est-à-dire la morphologie de l'organisme, le métabolisme, les enzymes. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la taxinomie classique. Et sur le tableau ici, vous avez, un certain nombre de caractères phénotypiques sur lesquels on peut se baser pour identifier un micro-organisme donné. D'accord? Alors, vous avez la morphologie, c'est-à-dire la forme, la taille, la réponse à une technique de coloration qu'on va voir par la suite, qui est la coloration de grains, si on parle de bactéries. La présence et la disposition des flagelles peut également se baser sur la mobilité de la bactérie. Est-ce que c'est une bactérie qui est mobile ou qui n'est pas mobile? Et si elle est mobile par des flagelles ou bien elle a une mobilité glissante, d'accord? La nutrition et la physiologie, ce sont des caractères phénotypiques d'importance taxinomique. Alors, on va se baser sur le métabolisme énergétique. On va voir
si c'est une bactérie qui est phototrophe, chimio-organotrophe, chimiolithotrophe. Les besoins en oxygène sont également importants en classification parce qu'il y a des bactéries qui exigent de l'oxygène, qui sont aérobies, des bactéries qui sont anaérobies, qui ne poussent pas en présence d'oxygène. La température de croissance aussi, on peut l'utiliser pour la classification. Le pH de croissance, les besoins ou bien les tolérances en sel aussi, l'utilisation de différentes sources de carbone, d'azote, de soufre et les besoins en facteurs de croissance. Et vous avez aussi la présence de pigments, d'inclusion cellulaire, si la bactérie est pathogène ou non, la pathogénicité. Et là, vous avez la sensibilité aux antibiotiques. Si cette bactérie, elle est sensible ou non à un antibiotique donné. L'antibiotique, ce sont des molécules qu'on utilise pour tuer les bactéries. D'accord? Voilà. Alors là, c'est la taxinomie, si vous voulez, classique. Mais grâce aux progrès énormes qui ont été faits dans le domaine moléculaire, les différentes techniques d'analyse moléculaire, on a assisté de plus en plus au développement de la taxinomie moléculaire. Alors, la taxinomie moléculaire implique l'analyse moléculaire d'un ou de plusieurs constituants de la cellule. Là, je vous ai donné quelques exemples. On peut par exemple voir les séquences d'ARN, l'ADN génomique, de suite. Alors, parmi les techniques sur lesquelles on se base pour la taxinomie moléculaire, vous avez le pourcentage en guanine-cytosine. D'accord? Le pourcentage en guanine-cytosine peut nous aider dans la taxinomie moléculaire, dans la classification. Alors, le pourcentage de guanine-cytosine peut être déterminé par la mesure de la température de fusion de l'ADN. D'accord? La température de fusion, c'est-à-dire quoi? L'ADN, vous savez qu'il est double brun. D'accord? La température de fusion, c'est-à-dire on va chauffer l'ADN jusqu'à ce qu'on obtient, jusqu'à ce que la moitié de l'ADN soit simple brun. C'est-à-dire on va dénaturer l'ADN, on va séparer les deux brins de l'ADN. Alors, on va chauffer jusqu'à ce que les deux brins se séparent. Et à la température où on a 50% de l'ADN simple brun, c'est la température de fusion. D'accord? Alors, cette séparation des deux brins d'ADN, il se base sur la rupture de ces liaisons hydrogènes qui sont établies entre guanine-cytosine et adénine-thymine. Et vous savez que guanine-thymine sont reliés par 3 liaisons hydrogènes. Ici, entre adénine et thymine, vous avez deux liaisons. Alors, vous voyez que pour rompre ces 3 liaisons, c'est plus difficile. D'accord? Alors, plus la température de fusion est élevée, plus on a de guanine-cytosine dans la séquence d'ADN. D'accord? Alors, si deux organismes possèdent des pourcentages de G plus C différents à plus de 5%, c'est qu'ils possèdent peu de séquences ADN communes et ne sont vraisemblablement pas apparentés. Alors, ce pourcentage de GC, si vous voulez, c'est un critère d'exclusion, c'est-à-dire il permet de dire que si on a plus de 5% de différence entre ce pourcentage-là, ça permet de dire que ces deux espèces-là ne sont pas similaires, ne sont pas apparentées. Mais si vous avez les pourcentages guanine-cytosine sont proches, on ne peut pas dire que ces deux espèces sont proches. Parce que vous pouvez avoir deux espèces avec les mêmes pourcentages guanine-cytosine, mais la séquence nucléotidique, elle est tout à fait différente. D'accord? Au niveau de l'ADN. Alors, concernant l'analyse et le séquençage des ARN-R. ARN-R, c'est-à-dire quoi? C'est l'ARN ribosomal. Alors, on vient au ribosome. Ça, c'est le ribosome des prokaryotes. Alors, on a dit qu'il est formé de 2 sous-unités et chaque sous-unité est formée de protéines et d'ARN. D'accord? Alors, cet ARN-là,
l'ARN 16S de la petite sous-unité du ribosome. On se base de plus en plus sur ce marqueur-là pour la classification, d'accord? Pour les séquences de l'ARN ribosomal 16S chez les prokaryotes et 18S dans le cas des eucaryotes. Parce que chez les eucaryotes, vous n'avez pas l'ARN 16S, mais vous avez son équivalent qui est l'ARN 18S. Et c'est par rapport à la vitesse, le coefficient de sédimentation. D'accord? On se base sur le séquençage de cet ARN R pour, si vous voulez, la classification. Vous avez aussi l'hybridation des ADN génomiques. À ce moment-là, vous allez faire quoi? Vous avez votre ADN de la souche que vous avez isolée, que vous allez hybrider avec l'ADN d'une souche qui est déjà connue. Et on va voir le pourcentage d'hybridation entre ces deux souches. D'accord? Alors, comment on va interpréter les résultats? Des valeurs d'hybridation égales à 70% ou davantage, c'est-à-dire supérieures ou égales à 70%, sont recommandées pour considérer que deux isolats appartiennent à la même espèce. Donc, il faut avoir un pourcentage d'hybridation. L'hybridation, ça vient aussi de la similitude entre les séquences, c'est-à-dire vous avez 70% d'hybridation, c'est-à-dire vous avez beaucoup de séquences qui sont similaires. Alors ça, ces deux isolats peuvent être considérés comme appartenant à la même espèce. Des valeurs d'au moins 25% sont nécessaires pour affirmer que les organismes doivent être placés dans le même genre. On peut aussi parler du genre lorsque on a au moins 25% d'hybridation de l'ADN entre les deux isolats. Alors, taxinomie classique ou moléculaire, alors on se base généralement sur les deux approches pour, si vous voulez, la classification des micro-organismes. Alors là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Oui. Est-ce que c'est bon pour la classification? Bon, voilà. Alors, on se base, si vous voulez, sur les deux approches pour faire une classification des micro-organismes. Alors là, on va parler de... Oui? Est-ce que vous pouvez réexpliquer la partie que vous venez d'expliquer, s'il vous plaît? Je n'entends pas très bien. Est-ce que tu peux reprendre? Je demande une réexplication de la partie que vous venez d'expliquer. Quelle partie, s'il vous plaît? Sur les ARN ribosomiques. La comparaison des ARN ribosomales. Oui. Ça? Oui. Alors, on a dit que pour la classification, la taxinomie, on se base de plus en plus sur des analyses moléculaires. D'accord? On va voir des molécules au niveau de la cellule qui vont servir comme marqueurs pour pouvoir les utiliser dans la classification. D'accord? Il s'avère que la sous-unité, plutôt l'ARN 16S de la petite sous-unité du ribosome, d'accord? Il s'avère qu'elle est un bon marqueur qui peut être utilisé en taxonomie pour voir, si vous voulez, les liens de parenté entre les espèces. D'accord? Alors, si vous avez par exemple une bactérie que vous avez isolée, vous avez fait la description phénotypique, vous avez étudié, si vous voulez, la forme, le mode de rassemblement des cellules, vous avez vu la coloration de grains, vous avez vu un peu le métabolisme et tout ça, les différents marqueurs phénotypiques qu'on a vus, vous devez obligatoirement passer à l'analyse moléculaire. Et parmi les techniques les plus utilisées en analyse moléculaire, vous avez la comparaison de cette petite molécule d'ARN qui est l'ARNR 16S. D'accord? On a déjà des bases de données, d'accord? Des ARNR 16S, des espèces qui sont déjà connues. On a une base de données des séquences de ces ARNR. D'accord? Alors, si on isole une nouvelle souche et on veut l'identifier, on peut séquencer, si vous voulez, voir la séquence de l'ARNR 16S
et le comparer avec cette banque de données. En fonction du pourcentage de similitude entre les deux séquences, on va trancher. D'accord? S'il s'agit de cette espèce-là, on va comparer avec une banque de données qui va me dire à la fin, cette séquence que vous avez analysée, et là, un degré de similitude de X% avec l'espèce telle ou telle. D'accord? De cette façon-là, on peut identifier l'espèce. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Parce qu'on a déjà des banques de données avec des ARNR 16S, des espèces qui sont déjà connues. Merci, madame. Voilà. Alors, les micro-organismes sont classés en taxons. D'accord? Alors, ces taxons sont classés en différents niveaux hiérarchiques, qui sont nommés des rangs taxonomiques. Alors, bien sûr, l'espèce, c'est l'unité fondamentale de la classification. Si vous avez un ensemble d'espèces qui partagent des caractères en commun, on va les regrouper en genres. D'accord? Plusieurs genres qui partagent les mêmes caractéristiques, on va les regrouper en familles, les familles en ordre, les ordres en classes, les classes en phylum et les phylums en domaine. D'accord? Alors, vous avez ce schéma de classification. Alors, chaque niveau ou bien rang taxonomique, d'accord, il va inclure non seulement les traits qui définissent le rang supérieur, mais un nouvel ensemble de traits plus restrictifs. Par exemple, cette espèce-là, l'espèce 2 par exemple, elle va avoir toutes les caractéristiques du genre 2, d'accord? Mais en plus de ces caractéristiques, il va avoir un certain nombre de traits plus restrictifs qui lui sont propres et qui sont différents des traits qu'on va trouver dans l'espèce 1. D'accord? Alors, le plus grand rang taxonomique, c'est le domaine, et vous avez l'espèce qui est l'unité fondamentale de la classification. Alors là, il faut préciser que dans l'espèce, vous pouvez trouver plusieurs souches, si vous voulez, qui diffèrent par un certain nombre de caractères. Par exemple, vous avez Escherichia coli. Escherichia coli, c'est une espèce. D'accord? Mais dans Escherichia coli, vous pouvez trouver plusieurs souches. Alors nous, on sait que Escherichia coli, on la trouve dans nos intestins. Alors c'est une bactérie qui n'est pas pathogène. Mais il y a des souches d'Escherichia coli qui ont acquis des gènes de pathogénicité, si vous voulez, des gènes de virulence qui ont rendu ces souches pathogènes pour l'homme. Alors là, c'est ce qu'on appelle les souches et non pas de nouvelles espèces dans l'espèce Escherichia coli. Donc, dans l'espèce, par exemple, Escherichia coli, on peut distinguer plusieurs souches qui diffèrent par un certain nombre de traits. Alors, ici, vous avez l'arrangement taxonomique du genre Shigella. Alors, vous avez le domaine, c'est Bacteria. Le phylum ou bien l'embranchement, c'est Proteobacteria. La classe des Gamma-Proteobacteria. Et vous avez l'ordre des Enterobacteriales, la famille des Enterobacteriaceae, le genre de Shigella, et ici, par exemple, l'espèce de Shigella des Enteria. D'accord? Ça, c'est la classification de cette espèce-là. Alors, la notion de l'espèce chez les prokaryotes. Alors, bien sûr, vous avez vu l'année dernière la notion de l'espèce chez les animaux et les végétaux. Alors, l'espèce chez les animaux et les végétaux, c'est une population dont les membres peuvent naturellement se croiser et produire une descendance fertile et qui est isolée d'autres espèces au niveau de la reproduction. Alors, c'est ça la définition de l'espèce, mais chez les animaux et les plantes, dont les membres peuvent naturellement se croiser et reproduire une descendance fertile et qui est isolée d'autres espèces au niveau de la reproduction. Alors, chez les prokaryotes, cette définition-là, elle n'a pas de sens, elle n'est pas valable. Déjà, il n'y a pas de reproduction sexuelle chez les prokaryotes pour parler de se croiser et descendance fertile. D'accord? Alors, une espèce,
la définition fondamentale, si vous voulez, de l'espèce chez les prokaryotes, c'est une collection de souches qui partagent entre elles plusieurs propriétés stables. Ces propriétés sont des propriétés morphologiques, culturelles, biochimiques, etc., et diffèrent de façon significative des autres groupes de souches. D'accord ? Ça, c'est la définition fondamentale, si vous voulez, qui se base généralement sur ces critères phénotypiques. Et la souche, c'est quoi? La souche, elle est constituée de tous les descendants d'une seule culture microbienne pure. Alors, bien sûr, on utilise de plus en plus des séquences génomiques pour distinguer une espèce d'une autre. Alors, le Comité international de systématique des prokaryotes recommande, en plus de ce qu'on vient de dire, de ces similitudes phénotypiques, recommande quoi? Une similitude du génome d'au moins, on l'a dit tout à l'heure, 70% sur la base de l'hybridation ADN-ADN, au moins 97% d'homologie des séquences des ARNR 16S et pas plus de 5% de différence pour les teneurs en G plus C dans l'ADN. Donc en plus de ces caractères phénotypiques que les différentes souches qui composent l'espèce doivent partager, ils doivent aussi partager ces caractères, si vous voulez, moléculaires. Alors la nomenclature des prokaryotes. Comment on va nommer les prokaryotes? Alors on va les nommer selon la nomenclature binomiale de Carl Linné, proposée par Carl Linné. Alors, selon cette nomenclature, chaque micro-organisme porte un nom, c'est ce qu'on appelle un nom scientifique. Le nom scientifique, il est composé de deux termes. Ces termes-là, ce sont des termes en latin. On va les écrire en latin. Ces termes-là, c'est le nom du genre et le nom de l'espèce. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça la nomenclature binomiale. Vous avez deux termes, vous avez le nom du genre et le nom de l'espèce. Alors, comment on va écrire le nom du genre? On va écrire avec la première lettre en majuscule. Et le nom de l'espèce, on va l'écrire en minuscule. Alors, le tout doit être soit souligné, soit écrit en italique. Là, vous avez un exemple. Escherichia coli. Alors, Escherichia, c'est le nom du genre. Il est écrit avec la première lettre capitalisée, la première lettre en majuscule. Et coli, c'est l'espèce, écrit en minuscule. D'accord? Escherichia coli. Ça, c'est le nom scientifique de la bactérie. Alors, le tout doit être soit écrit en italique, comme ça, soit souligné, comme ici. Escherichia coli, c'est une bactérie. Et là, vous avez Candida albicans. Candida albicans, c'est un champignon, c'est une levure. Alors, Candida, c'est le nom du genre. La première lettre, elle est en majuscule et albicans, c'est l'espèce. Donc, soit on va l'écrire en italique, soit on va le souligner. Alors, si par exemple, nous sommes en train d'écrire un texte sur Escherichia coli, alors la première fois qu'on parle d'Escherichia coli, on peut écrire le nom complet, Escherichia coli. D'accord? Par contre, la deuxième fois qu'on va citer Escherichia coli, on peut raccourcir ce nom-là. D'accord? Comment faire? On peut le raccourcir. On va écrire la première lettre du genre en majuscule, suivie d'un point, espace, et puis l'espèce. E. coli pour Escherichia coli, C. albicans pour Candida albicans. C'est bon? Vous êtes là? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Oui, madame. C'est bon. Alors, Oui, madame. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Je vois que vous avez posé des questions et il y a certains qui ont répondu. Qu'est-ce que la pathogénicité? Pathogène capable de causer une maladie. Tout à fait. Voilà. Voilà, il n'y a pas de questions. Oui? Qu'est-ce qu'une
peptidoglycane. Je t'entends très mal. Qu'est-ce qu'un peptidoglycane? Peptidoglycane? Oui. Le peptidoglycane, c'est un polymère. Il est composé de quoi? Il est composé d'acides aminés et de glucides. D'accord? Ce polymère-là, il entre dans la composition de la paroi des bactéries. D'accord? Quand on va parler de la paroi des bactéries, on va voir en détail la structure du peptidoglycane. Alors, quand on a comparé les cellules des trois domaines, on a dit que le peptidoglycane, c'est la signature moléculaire des cellules bactériennes. D'accord? On ne le trouve pas chez les archéas et les eucaryotes. Alors, peptido, ça vient des peptides qui sont composés d'acides aminés, et glycane, ça vient de glucides. Donc, peptidoglycane, c'est un polymère composé de glucides et d'acides aminés pour former les peptides. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris l'hybridation ADN-ADN. Alors, l'hybridation ADN-ADN, vous avez isolé une souche bactérienne, un isolat. D'accord? Alors, l'ADN, quand vous pouvez l'extraire à partir des cellules que vous avez isolées. D'accord? Cet ADN-là, il est double brun. Mais on peut le dénaturer, c'est-à-dire on peut séparer les deux brins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer les deux brins de cet ADN et on va essayer d'hybrider l'ADN de la souche qu'on a isolée avec l'ADN d'une souche qu'on connaît déjà. D'accord? Hybrider, c'est-à-dire quoi? Alors, quand on a de l'ADN simple brun dans une solution qu'on a dénaturée, lorsqu'on les conditions redeviennent favorables, l'ADN, les deux brins d'ADN vont s'apparier de nouveau, vont reformer le double brin. D'accord? Si vous avez les ADN simples bruns des deux souches dans la même solution, alors s'il y a des similitudes entre les deux ADN, alors il va y avoir une hybridation entre l'ADN de la souche que vous avez isolée et l'ADN de la souche que vous avez utilisé comme témoin, d'accord, qui est déjà connu. Et on parle d'hybridation. C'est un ADN qui est hybride, qui est composé de l'ADN d'une espèce et de l'ADN d'une autre espèce. Et nous, on peut calculer le pourcentage d'hybridation. Et plus le pourcentage d'hybridation est élevé, plus les séquences nucléotidiques de l'ADN des deux souches sont similaires. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu? C'est bon? Madame, je n'ai pas compris l'analyse de l'ARNT. On n'analyse pas les séquences des ARNT, mais plutôt des ARN ribosomales. D'accord? L'ARN ribosomal 16S. Voilà. Alors là, on est arrivé à la dernière partie du chapitre 1. Et là, on va parler de l'impact des micro-organismes sur l'homme et ses activités. Alors, tout d'abord, on va parler des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire des micro-organismes qui provoquent des maladies. OK? Alors, bien sûr, la plupart des micro-organismes, la majorité des micro-organismes qui existent ne sont pas pathogènes. Il y a une petite proportion de micro-organismes qui peut provoquer des maladies. Alors, mais ces maladies-là présentent vraiment une menace majeure pour la vie. Et bien que de nombreuses maladies soient sous contrôle, parce que puisqu'on a pu isoler les micro-organismes responsables, on a pu les étudier, on a pu développer des traitements pour ces maladies, mais certains micro-organismes peuvent toujours constituer une grande menace pour la vie. L'exemple ici, c'est l'exemple de la tuberculose. L'autre jour, on a dit que le bacille de Koch, ou bien Mycobacterium tuberculosis, il a été découvert par Robert Koch en 1882. D'accord? On l'a découvert.
Et à partir de cette découverte-là, plusieurs recherches ont été faites pour développer les moyens de diagnostic de la maladie et aussi du traitement. Mais malgré ces grands progrès, cette maladie-là, qui est la tuberculose, reste la principale cause de mortalité infectieuse dans le monde, avec 4500 décès par jour. Là, c'est une référence qui est ancienne. 4500 décès par jour. C'est pas... On est à combien? D'accord. On va parler de le microbiote humain. Alors, vous savez, c'est quoi un microbiote? On l'appelait la flore, si vous voulez, intestinale. Et là, on l'appelle le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui habitent dans les intestins. Alors, vous savez que dans les intestins, on a plusieurs types de micro-organismes qui sont installés, d'accord, et qui contribuent à, si vous voulez, à l'homéostasie de l'organisme, d'accord. Si vous avez un équilibre entre ces différents fils-là de micro-organismes, alors à ce moment-là, vous avez vous allez beaucoup bénéficier de la présence de ce microbiote intestinal, d'accord? Pourquoi? Parce que le microbiote qui est installé dans l'intestin, il constitue la première ligne de défense contre les infections, puisque ces micro-organismes-là sont déjà installés dans les intestins, donc ils ne vont pas permettre l'installation des pathogènes, d'accord? Ils vont pas permettre leur installation, ils vont les éliminer. Ils ont également des fonctions digestives. Vous savez qu'il y a certaines molécules, certaines macromolécules que nous, on ne peut pas digérer. On n'a pas les enzymes indispensables à la digestion de ces macromolécules, comme par exemple les fibres alimentaires. Et vous savez que c'est grâce à cet ensemble de micro-organismes qui existent dans nos intestins et qui digèrent ces macromolécules, on est capable de les utiliser. D'accord? Alors, mais s'il y a un déséquilibre entre les différentes files qui composent le microbiote intestinal, on peut aussi associer ça à plusieurs maladies. Et principalement aux maladies ou bien aux pathologies digestives. Alors, s'il y a un déséquilibre au niveau des différents composants du microbiote intestinal, plusieurs maladies digestives peuvent s'installer. Vous avez aussi d'autres pathologies, comme par exemple l'obésité ou bien l'autisme, qui ont été reliées à un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal. Alors, vous savez que le nombre de micro-organismes qui existent dans notre corps, si vous avez par exemple un corps qui est composé de 10 à la puissance 13 cellules humaines, alors on va trouver qu'il y a 10 à la puissance 14 cellules microbiennes. Il est 10 fois supérieur au nombre de cellules humaines. D'accord? Alors là, c'est par rapport au rôle du microbiote intestinal. Il faut savoir que la présence du microbiote n'est pas limitée au tube digestif. Vous avez aussi un microbiote au niveau de la bouche. On a au niveau du tractus respiratoire supérieur. Au niveau du vagin aussi. Sur la peau. D'accord? Alors, au niveau de toutes ces parties de l'organisme humain, vous avez des micro-organismes qui sont installés et qui sont indispensables à la bonne santé de l'individu. Alors là, on va parler des micro-organismes utilisés en biotechnologie. Alors, vous savez que les micro-organismes, ou bien je vais vous dire que les micro-organismes sont caractérisés par quoi? Par une multiplication rapide. Alors, on peut les multiplier dans le laboratoire et au bout, par exemple, de 24 heures, vous avez une quantité énorme de micro-organismes qui sont produits. Alors, et au cours et cette multiplication-là, elle est mise à profit pour la production industrielle de molécules d'intérêt telles que les antibiotiques, les hormones de croissance, l'insuline, d'accord,
Si par exemple, pour l'insuline, on va avoir le gène de l'insuline au niveau du génome humain, on va introduire ce gène dans le génome d'une bactérie, d'accord? Et puisque les bactéries sont, on a dit, la multiplication rapide, en se multipliant la bactérie, elle va multiplier également le gène et il va produire l'insuline. Après, on peut extraire la molécule et l'utiliser. Alors, les micro-organismes sont également très importants dans la production animale, d'accord? Alors, vous savez que chez les ruminants, les moutons et les vaches par exemple, vous avez un organe ici, dans l'appareil digestif, qui s'appelle le rumen. Alors, et c'est à ce niveau-là qu'il y a présence de certaines bactéries qui font quoi? Qui sont capables de digérer la cellulose. Alors, les ruminants ne peuvent pas digérer la cellulose s'il n'y avait pas présence de ces micro-organismes. Et la cellulose, c'est le composant majeur des plantes. Alors, en absence de ces micro-organismes, les ruminants ne pourront pas digérer la cellulose présente dans les plantes. Vous avez aussi des micro-organismes qui sont utilisés pour la fabrication de produits alimentaires fermentés. Et les plus connus des produits alimentaires fermentés, ce sont les produits laitiers. Si par exemple vous avez les fromages, les yaourts, d'accord? Vous avez également des végétaux qu'on peut fermenter grâce aux micro-organismes. Et vous avez un aliment qu'on utilise tous et qui est produit grâce à l'activité des micro-organismes, c'est le pain à levure. Alors le pain, vous voyez ces trous que vous avez ici dans le pain, ils sont dus à quoi? Ils sont dus à la production du CO2. Alors la levure qu'on utilise pour la préparation du pain va faire quoi? Va fermenter les sucres et produire l'éthanol et le CO2. Le CO2, c'est un gaz et c'est lui qui est responsable de la levée de la pâte. D'accord? Et aussi, ces alvéoles-là que vous allez trouver dans le pain, c'est dû à la production du CO2 par les levures qu'on utilise dans la production du pain. Voilà, on a fini avec les quelques exemples que je vous ai donnés de l'interaction des micro-organismes avec l'homme et son environnement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame, il y a des questions. Allez-y. Oui, c'est au niveau des microbiotes qui se trouvent dans l'intestin, au niveau Oui. intestinal. Là. Lorsque l'être humain fait la maladie, cela veut dire qu'il n'y a plus de microbiotes dans cet endroit. Non, c'est pas ça. Regardez, lorsqu'on a parlé de la présence de micro-organismes dans les intestins, vous avez vu qu'il y avait plusieurs phylums. Regardez ici par exemple, dans le côlon, d'accord? 5 phyla principaux, Firmicutes, Bacteroides, Actinobacteria, Proteobacteria, d'accord? Et chaque phylum ici est présent à une certaine concentration. Est-ce que c'est bon? Alors, s'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire il y a les micro-organismes d'un phylum qui vont se multiplier plus que les micro-organismes d'un autre phylum, vous avez ici un déséquilibre entre la présence de ces phyla, d'accord? Et ce déséquilibre-là va se répercuter sur la santé de l'individu, d'accord? D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de micro-organismes dans les intestins. Il y a des micro-organismes. Seulement, la nature et la proportion des micro-organismes qui sont présents n'est pas la bonne. D'accord. C'est compris. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette séance et sur la séance de la semaine dernière? Madame, j'ai encore une question par rapport au pain. Au pain, tout à l'heure. Vous avez dit, lorsqu'on a fait le mélange entre le sucre et la levure, ça produit du CO et de l'éthanol.
Donc, le CO2 produit ne revient pas de la chaleur lorsqu'on met l'aliment en question dans le four ou bien. Donc, ça provient automatiquement de ce mélange ou bien de la chaleur aussi. Non, 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 le CO2, il provient de cette fermentation, ce processus métabolique qu'on appelle la fermentation. Alors, les levures vont utiliser les sucres, d'accord, vont fermenter les sucres. La fermentation des sucres par les levures va produire l'éthanol et le CO2. Alors, cette production-là a lieu avant la cuisson du pain, d'accord? D'accord. Cette levée de la pâte ici, il est dû à la production du gaz CO2. Regardez, quand vous laissez votre préparation, vous avez préparé votre pâte, si vous voulez, et vous l'avez laissée pendant un certain temps dans un endroit qui est un peu... où il y a une température, il y a un peu chaud, d'accord? Il y a cette levée de pâte qu'on va observer. C'est dû à la production du CO2. D'ailleurs, quand on va travailler la pâte après, on peut la débarrasser du CO2. Oui ou non? Si vous avez une pâte qui est déjà comme ça et vous commencez à la travailler, après, vous allez la débarrasser du CO2 qui existe. D'accord? D'accord. Juste après la naissance, vous avez l'installation de ces micro-organismes au niveau du corps humain. Oui, il y a des bactéries qui existent dans le sol, il y a également des bactéries qu'on peut trouver au niveau des milieux aquatiques. Des questions? Si vous n'avez pas de questions, on peut mettre fin à la séance. Alors, les virus sont classés selon un autre système de classification qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Vous allez le voir avec le professeur Loardi quand vous allez aborder les virus. Alors, dans la nomenclature binomiale, soit tu écris le nom de l'espèce et du genre en italique, comme ça, italique, vous savez c'est quoi italique? Est-ce que vous savez c'est quoi mettre la police en italique? Italique, c'est un genre de police, non, un genre d'écriture. D'accord? Si vous êtes ici, par exemple, dans un éditeur de texte, vous pouvez sélectionner le hasard et le mettre en italique. Vous allez venir ici, mettre en italique. Vous voyez? Alors, on va mettre le nom binomial, genre et espèce, en italique, soit on va le souligner. On ne va pas le mettre en italique et le souligner à la fois. Soit on va le mettre en italique, soit on va le souligner. C'est bon?